On dit un mot, on se retrouve à la fin de la projection, le film ne dure qu'une heure, on a tout à fait le temps d'en discuter après. Tu veux nous dire un petit mot de pourquoi ce film-là, dans quel contexte tu l'as réalisé? Il y a plusieurs façons de... Alors en fait, j'avais fait un documentaire sur Joseph Losey pour Ciné Plus et ils en étaient contents, ils m'ont dit qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant? Et j'ai donné une liste de 10 réalisateurs et réalisatrices. Parce que j'ai envie de parler de beaucoup de monde, j'adore tellement le cinéma et puis c'était un peu nouveau pour moi. Avant je faisais des films de fiction et le film sur Losey était mon premier documentaire. Et donc 10 cinéastes, et ils m'ont dit « Ouh là 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 là, non, 10 c'est beaucoup, on va en prendre un », et c'est eux qui du coup ont dit Buster Keaton. Ce qui était en fait ce que j'avais secrètement vraiment envie de faire. Donc j'étais content de cette commande qui n'en était pas une. Et après, du coup, je me suis beaucoup documenté sur Buster Keaton, parce que déjà j'ai revu absolument tous ses films, dont certains que je ne connaissais pas, les films notamment avec Roscoe Arbuckle, qui sont ses tout premiers films, dont on parle dans le film, que vous allez voir. Et puis j'ai lu l'autobiographie, une énorme quantité de littérature. J'ai vu tous les films qui avaient été faits, je me suis dit, oulala, tout a été fait en fait sur Keaton, c'est vraiment très compliqué. Et j'ai regretté en fait. Et voilà. Ensuite, je me suis dit, bon, on va peut-être essayer de trouver un angle qui permette d'embrasser ce géant, sa carrière et sa vie, qui sont un peu différents. Et là, je suis tombé dans mes recherches sur Stéphane et sa science de Keaton, et je me suis dit, je crois qu'on a peut-être une solution. Je ne vous en dis pas plus. Donc, il y a 2 intervenants dans le film qui sont Stéphane Goudet et Florence Sévos, qui est une romancière qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Garçon Incassable, qui parle beaucoup de Keaton et qui est un roman. Et donc, c'était les deux intervenants, et malheureusement, Florence ne peut pas être là ce soir. Mais Stéphane est là, et on parlera surtout après, je pense. Voilà, c'est l'exemple type de la soirée avec conflit d'intérêt du programmateur qui s'autoprograme. Merci beaucoup, Nantes, à tout à l'heure pour la rencontre. Nantes, Dieu Sarthe. Bravo. Bon, c'est un débat un peu spécial. Donc on va vous donner la parole beaucoup plus vite que sur des débats traditionnels où l'animateur pose 5-6 questions. Est-ce que vous avez envie de réagir tout de suite au film? Ouais, merci. Moi je trouve que c'était un très beau film, très émouvant et qui, comme certains films de Scorsese sur le cinéma américain ou italien, donne envie de voir ou revoir tous les films de Keaton. Donc franchement merci, bravo pour ce film. Et est-ce que ça va mieux le doigt? Ouais. Alors j'ai été opéré, mais en fait ça n'a pas complètement marché. Non, on va pas parler de ça maintenant. Si, parlons-en. En fait, on devait tourner avec Stéphane, je crois que c'était un mardi, et le mardi même, moi j'habite à la campagne, hein, donc je suis venu pour tourner, et j'allais au studio où on devait tourner, et je reçois un coup de fil de Stéphane, ah j'ai un problème, parce que je me suis fait opérer du doigt, non, je dois me faire opérer, c'était je dois me faire opérer. Panari, ouais. J'ai eu un panari, je dois me faire opérer, et donc on annule le tournage, quand même. Et t'as vu, j'ai pas dit merde et tout, j'ai dit ah bon, bah, c'est pas grave, j'espère que ça va aller, etc. Ouais, c'est vrai, cet homme est classe. Ouais. Et donc on a tourné une semaine plus tard. Mais c'était pour le mieux parce qu'on avait commencé du coup à monter avec ma monteuse, donc avant d'avoir les interviews de Stéphane et de Florence. Et en fait, on est arrivé dans de meilleures dispositions, je crois. C'était mieux en fait. C'est pour ça que j'ai fait semblant d'avoir un problème au doigt. Et par ailleurs, je trouve que c'est très keatonien, le doigt comme ça. Et surtout au début, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il essaie de ne pas montrer sa main, Stéphane. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup le film, donc, mais il essaie de pas montrer sa main. Et puis finalement, il peut pas s'en empêcher parce que comme il a une faconde comme ça, Stéphane. Et du coup, on voit la poupée, comme on dit. Voilà. On en reparlera au champ. Et merci beaucoup parce que l'idée c'était évidemment, comme j'avais vu toute la somme de choses qui s'étaient faites sur Keaton, je me suis dit non, s'il y a une chose qui est importante, c'est donner envie aux gens de redécouvrir Keaton. Et tout Keaton, ça c'est très important. Parce que souvent les gens connaissent les longs métrages, mais les courts métrages de Keaton sont de tels chefs-d'œuvre que je pense que ça vaut le coup. Et il y en a qui sont sur YouTube, même en libre service. Si vous voulez, à un moment, vous avez un coup de blues, vous allez regarder un court-métrage de Keaton, L'Épouvantail, ou par exemple, voilà, et puis ça va mieux, ça va tout de suite mieux.
Alors moi aussi, je m'associe aux compliments. C'est vraiment très beau et très triste en même temps. Enfin, il y a quelque chose de vraiment tragique. Je vais te demander, est-ce que tu as vu le film de Beckett avec Keaton et le seul film de Beckett? Alors, Qu'est-ce que tu en penses? alors, évidemment, je l'ai vu et, ça m'a mis très en colère. Parce qu'en fait, c'est pas un film de Beckett, c'est un film dont Beckett a fait le scénario. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle en disant, Beckett a fait un seul film, ça s'appelle Film, et à la fin on voit Keaton avec un bandeau. Voilà. Et donc j'attendais tellement de voir ce film, je me suis débrouillé pour pouvoir le voir. Et en fait c'est un copain de Beckett qui a dit à Beckett, il devait être au bistrot, allez viens, on va faire un film, allez, on va avoir Buster Keaton. Ah ouais, d'accord. Et en fait, non, c'est rien ce film, c'est un événement mondain de l'époque, on en a beaucoup parlé. On voit un personnage de dos en train de marcher dans des ruines, on le suit, et à un moment, on arrive dans une pièce en ruine, il s'assoit, et on a un travelling avant, et c'est Buster Keaton avec un bandeau sur un œil. Voilà, c'est tout ce film. Et ça n'est ni bien cinématographiquement, peut-être qu'il y en a qui adorent ce film, je suis désolé, mais c'est un petit court-métrage. Et c'est un événement mondain de l'époque dont on a beaucoup parlé, qui a été projeté dans les festivals à cause du nom de Beckett. Mais en fait, Beckett a été lui-même l'otage de ce film qui est fait par un pote à lui qui l'a embarqué dans l'histoire. Donc j'ai décidé de ne pas du tout en parler. Et souvent d'ailleurs, c'est marrant parce que ça c'est présent dans beaucoup de films sur Keaton. Et il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, quand ils ont su que je faisais un film sur Keaton, tu vas parler du film avec Beckett, le film de Beckett. Et non, je préfère ne pas en parler plutôt que d'en dire tout le mal que je viens de vous dire. Non, mais il y a une super photo d'Alain Resnais, qu'il a fait dans son bouquin Repérage, il est pris sur ce film, c'est pas Keaton est effectivement sur un mur en briques, c'est une magnifique photo de Keaton. Oui, vous avez remarqué que Keaton s'est fait énormément photographier, et il était très photogénique, et il y a eu énormément de très belles photos de Keaton. Mais là, le mérite en vient à Alain Resnais qui a fait cette photo ce jour-là. Mais ça ne rend pas le film soi-disant de Beckett, qui n'est pas de Beckett, meilleur. Voilà. Selon moi, évidemment, peut-être que je me trompe. Moi, je l'aime plus que Dante, mais ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que leur premier choix, c'était Charlie Chaplin. Que du coup, Keaton est arrivé en choix numéro 2. Et... ouais, peut-être. Je ne savais pas, et ça me rend ce film encore plus antipathique. Voilà. Non, c'est vraiment un petit truc de rien du tout. Louise Brooks considérait que Buster Keaton était le plus bel homme du monde, et je suis d'accord avec elle. Ouais. Ouais, il est très beau. Hein. Indubitablement, il est très beau. Louise Brooks, parlons-en, qui était aussi très belle. Elle a une anecdote sur Keaton, je sais pas, tu la connais Stéphane, l'anecdote de Louise Brooks? Sûrement, vas-y. C'est sûr. Il y a un des livres, je crois que c'est le livre de Benayoun sur Keaton, où il raconte cette anecdote. Où c'est un texte de Louise Brooks qui raconte Keaton au moment où ça allait mal, c'est-à-dire au moment où il avait signé avec la MGM. Il montrait jamais qu'il allait mal, donc il jouait au bridge avec tous les gros bonnets, il les battait à chaque coup. Louis B. Mayer détestait Keaton parce qu'il sentait en lui quelqu'un d'un peu défronté, comme je dis dans le film. Et Louise Brooks raconte qu'un jour, après une journée de tournage, elle est là, elle est présente avec son petit ami de l'époque, et Keaton va dans son bungalow. C'est à l'époque où il avait encore un bungalow, il n'était pas dans son bus. Et il a pris une batte de baseball et il a tout cassé méticuleusement dans son bungalow. Tout cassé. Donc ça racontait l'état dans lequel se trouvait Keaton, impassible, sans expression et sans émotion. Ça n'allait vraiment pas bien. C'était le moment où il travaillait comme faire-valoir pour la MGM, où il n'avait plus du tout les possibilités de faire les films qu'il avait envie de faire. Voilà. Et c'est Louise Brooks qui le raconte. Merci pour ce beau film. Et je voulais, ça me faisait penser à un texte que j'ai lu qui parlait justement de l'enfance de Keaton, en disant que ça avait été clairement un enfant martyr, en fait, maltraité, et que justement il était que s'il riait sur scène, il prenait des coups encore plus forts, et que donc
obligation d'être impassible. Et donc, à la suite de... On voit vraiment que toute son œuvre est dans une volonté de réparation et qu'il faut absolument faire la peau à l'autorité, quoi. Ça, c'est clair. Donc, il y a cette... Et c'est pas très... Vous n'avez pas tellement développé ce... Et d'ailleurs, il y a eu des plaintes, visiblement, de gens qui voyaient les spectacles quand il était petit. Alors, est-ce que c'était vrai? Mais comme il était tout le temps en déplacement, Non, les gens étaient effrayés des coups qu'il prenait. Alors c'est voilà. une fake news que vous venez de donner. C'est une fake news. D'accord. Non, en fait, il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites. Mais c'est ce que vous renvoyez, c'est effectivement l'événement qu'il y a eu autour des spectacles. Ça arrive à un moment aux États-Unis très particulier où ce qui faisait à la fois le succès du spectacle, c'est-à-dire cet enfant qu'on balance dans tous les sens et qui remplissait les salles, toutes les ligues de vertu se sont érigées en disant que c'était un enfant maltraité. Il n'a jamais été un enfant maltraité. Il y a eu des accidents, certes, quand son père est devenu alcoolique, ce dont je parle, mais c'est pas un enfant maltraité. Il a toujours énormément aimé et aidé ses parents. Il a fait travailler son père sur ses propres films. Il y a eu des événements, effectivement, il devait se cacher. Il devait prétendre qu'il était un nain et non pas un enfant, parce qu'il y avait des lois qui s'étaient contre le travail des enfants sur scène, etc., etc. Donc il y a eu comme ça des articles comme quoi non, c'est un nain, ça n'est pas un enfant de 8 ans ou 9 ans ou 10 ans, etc. etc. Non, en revanche, ce dont je parle, et je pense que là, pour le coup, c'est vrai, c'est que même si ça se passait bien et qu'il était heureux d'être sur scène, cette injonction de ne pas ressentir la douleur fait que forcément ça rentre en soi et qu'à un moment ça nous constitue et qu'à un moment on doit en faire quelque chose. Et pour moi, effectivement, c'est la théorie que je défends. Keaton contre les éléments, Keaton contre les foules, Keaton contre le vent, contre la pluie, contre la tempête, contre l'eau, contre tout. C'est une réécriture on va dire cinématographique, presque ontologique, de ce qu'il devait vivre dans son inconscient par rapport à la force de son père qui le balance dans le public, qui le balance sur les murs, etc. etc. Ah ouais. Mais je ne pense pas que ça ait être maltraité, parce que justement, au contraire, lui-même en parle comme quelque chose qu'il a formé. Il dit « j'ai toujours su tomber, j'ai passé ma vie à apprendre aux autres comment tomber sans se faire mal, etc. » C'est vraiment un savoir-faire et c'est ce qui le constitue. Donc même si on peut le condamner rétrospectivement en se disant on ne fait pas faire ça à un enfant, je crois que Keaton n'aurait pas été Keaton sans ça. Voilà. Et puis par ailleurs, encore une fois, je pense que dans le contexte de l'époque, c'était pas si évident que ça qu'il était sans expression. Parce que d'ailleurs, dans les photos que je montre de lui avec ses parents, il rit en fait sur scène. Je crois que la construction de Keaton sans expression est quelque chose qui s'est construit a posteriori. D'ailleurs, dans les films d'Arbuckle, je le montre, on le voit en train de rire. C'est quand il constitue son propre personnage, quand il fait ses propres films, qu'il dit « je n'ai jamais ri ». Mais je pense que c'est pas vrai. Surtout qu'il le dit à l'époque où il ne pense pas que les films seront retrouvés un jour. Il faut penser à ça, c'est-à-dire que quand il faisait ses films Keaton à l'époque, il ne savait pas que ça deviendrait, que 100 ans plus tard on en parlerait encore. Il ne pensait pas qu'au bout de quelques années d'exploitation, des gens pourraient revoir ces vieux films. Il fallait toujours faire quelque chose de nouveau. La conscience que le cinéma est un patrimoine n'existait pas à l'époque. Et donc quand il dit « je n'ai jamais ri », il ne peut pas penser que nous, petits malins, 100 ans plus tard, on va aller dégoter les endroits où il riait, y compris les photos de quand il était petit en train de se marrer sur scène. Vous voyez ? Donc on a tellement écrit sur Keaton qu'il y a eu évidemment beaucoup d'abus, de mensonges, de gens qui se sont appropriés Keaton aussi. Chacun, les gens qui adorent Keaton, chacun a son Keaton. Ça fait partie des gens qui sont adulés et dont il est compliqué de parler à cause de ça. Mais là où vous avez complètement raison, pardon, il a fait une tournée en Angleterre à un moment avec son père parce qu'il était tellement blacklisté aux États-Unis à cause des ligues de vertu qu'il est parti en Angleterre. En fait, la famille a été bannie de l'État de New York. Ils sont partis. Voilà, c'est le moment où ils partent en exil en Europe. Et ça se passe très très mal. C'est-à-dire que ce qui fait hurler de rire les Américains ne fait pas du tout rire les Anglais. Et là, quand ils voient cet enfant balancé sur les murs, les gens ne rient pas du tout en Angleterre. Du tout. Et donc, ils ont vite fait de revenir aux États-Unis. Il est banni parce qu'il y a les ligues de vertu qui engagent des procédures contre les parents pour maltraitance de l'enfant.
Et lui, dans son autobiographie, donc dont la première version s'appelle Slapstick, dénonce les ligues de vertu, y compris en disant ce qui est extraordinaire, c'est que les ligues de vertu s'occupent d'un enfant qui triomphe sur scène et qui a du plaisir à jouer avec ses parents, alors qu'elles se désintéressent entièrement des enfants qui dorment et vivent dans la rue à New York. Et donc son discours a toujours été celui-là, c'est-à-dire de se prévaloir de ces discours moralistes. Et aujourd'hui, on a tendance, du coup, parce que c'est des questions très contemporaines, mais à relire l'histoire à l'aune de ces discours que lui condamnait. Et effectivement, comme le dit Dante, en fait, il y a une rupture très simple, c'est que quand il passe derrière la caméra, il arrête de rire devant. Avant, il y a, je crois, 12 films dans lesquels il éclate de rire. C'est énorme. Et y compris dans le dernier, The Garage, qui est la dernière collaboration entre Keaton et Arbuckle, là, il y a des éclats de rire, il fait semblant de pleurer, il est hyper excessif dans son jeu. Et tout à coup, quand il fait, lui, des films en tant que metteur en scène, là, il retrouve les leçons qu'il dit dans son livre être celles de la scène, parce que dans son livre, il explique qu'il a appris qu'il fallait le moins réagir possible sur scène, parce que c'était au spectateur de rire et pas à lui. Et donc il retrouve ces leçons-là de la scène pour pouvoir inventer ce personnage de l'homme qui ne sourit jamais. Mais en réalité, dans toute la première partie de son œuvre avec Arbuckle, il est infiniment plus expressif qu'il ne le sera par la suite. Oui, tout à fait, comme on le voit d'ailleurs dans le film, j'ai mis bout à bout beaucoup de moments où on le voit rire, et c'est toujours dans les films d'Arbuckle. Comment est-ce que vous avez fait pour obtenir les droits d'avoir tous ces extraits de films très nombreux, parce qu'il doit y avoir des propriétaires de ces films? Alors c'est une très très bonne question, et j'en profite pour remercier Philippe Gigot-Lavigne qui est ici. Il est là. FPA Classics. Et sans lui, vous n'auriez pas pu voir tous ces extraits. Parce que, évidemment, les droits appartiennent aujourd'hui aux gens qui ont restauré les films de Keaton. Puisque, à la base, les droits du copyright font que c'est 95 ans après la mort, pas après la mort, après que l'œuvre ait été achevée, que ça passe dans le domaine public. Sauf que ces images, en réalité, sont arrivées jusqu'à nous parce que des gens les ont découvertes, restaurées et permis qu'on les voie. Donc c'est eux qui sont dépositaires des droits. Et donc, il a fallu évidemment que je demande à FPA Classics, qui se trouve être un des 2 détenteurs de droits mondiaux de Keaton, parce que ce sont eux qui ont restauré les films. Et ils ont eu la gentillesse d'accepter de rentrer en coproduction, donc, parce que sinon je ne pouvais pas me permettre, je n'avais pas les moyens d'acheter ces droits. Merci Philippe. Ah oui, bravo. Alors, j'avais une autre question, c'est à la fois dans les films de Keaton, de Chaplin et tous ces films d'époque, on ne voit jamais de personnes noires, enfin d'origine africaine. Et moi, c'est une question que je me suis toujours posée, parce que c'était quand même une partie importante de la population américaine, et on ne les voit jamais dans ces films. Alors, c'est pas vrai chez Keaton. Alors, il se trouve que j'ai pas montré ces moments-là, parce que c'est pas ceux que j'ai choisis. Mais j'ai en tête 2 moments. Un moment, il y en a même plus que ça. Mais il y en a 2 que j'ai envie de vous citer. Il y en a un qui est dans Go West, quand il arrive à la fin dans la ville avec tout le bétail comme ça qui envahit la ville. À un moment, il y a un truc magique qui se passe. Et je pense que je ne pouvais pas le montrer parce que ça aurait pris trop de temps. C'est que tout d'un coup, Keaton, il y a le bétail qui commence à partir et à faire ce qu'il veut. Et lui, il est fasciné parce qu'il y a un numéro dans la rue, il y a un danseur de claquettes qui fait un numéro extraordinaire et qui dure longtemps. Et là, Keaton s'arrête, bouche bée, et regarde ce type faire... alors tu sais peut-être qui c'est d'ailleurs, parce que je crois avoir oublié qui c'était. Mais en tout cas, il est identifié. C'était un mec qui était très connu. Et à un moment, Keaton prend la peine de faire une parenthèse dans son film pour montrer le numéro incroyable de ce type. Et pour moi, ça fait écho aux cascades de Keaton. Il fait quelque chose que Keaton ne pourrait pas faire lui-même. Et c'est ça que je lis, moi, à ce moment-là. C'est Keaton, il s'arrête, et lui qui peut tout faire, on le voit faire quand même un certain nombre de choses dans le film, et il voit cette chose incroyable de ce personnage qui est noir, et qui fait ce numéro. Et on a l'impression qu'il lui a donné la scène pendant un certain temps. Ça, on va dire, c'est le côté positif. Il y a un côté un peu plus négatif, en tout cas qu'on peut lire comme tel, mais pas forcément. C'est dans Seven Chances, quand il doit épouser à tout prix une femme avant 7 heures pour avoir 7 millions de dollars. Dans toutes ces tentatives pour épouser des femmes, donc on l'a vu lancer comme ça dans le film un petit mot qui est déchiré immédiatement par la personne qui lui renvoie. Il y a un moment où il est dans la rue et il arrête la première personne venue.
Et à un moment, il s'assoit sur un banc avec une femme, à côté d'une femme, il s'approche d'elle, et elle déplie un journal, et c'est un journal yiddish, donc c'est une juive. Et il la voit, il se lève immédiatement, il s'en va, il sait que c'est même pas la peine de lui demander. Okay, donc ça peut être lu de deux manières. De la même manière, il suit une femme dans la rue, qui a l'air très très jolie, qui est très jolie d'ailleurs, et il s'approche, elle se retourne, elle est noire. Et pareil, il renonce. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on se moque? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une impossibilité à cause de la société américaine telle qu'elle existe à l'époque? En tout cas, on peut le lire de deux manières. Donc moi, j'ai décidé de ne pas le lire de manière... Je ne pense pas que Keaton était raciste, en aucune manière. Je pense que son père l'était. Je sais qu'il y a eu des histoires avec son père qui était un peu antisémite, etc. Mais je ne pense pas que Keaton l'était. Je complète, et du coup je tranche. Vas-y. Bien sûr que ce gag n'est pas raciste, et que donc ça, c'est aussi un truc de légèreté de réseaux sociaux. On l'a lu il n'y a pas longtemps, sous la plume d'un influenceur cinéma. Il y a une donnée qu'il ne communique pas, c'est que le mariage interracial en Californie n'est pas possible avant 1946. Donc en fait, il n'a pas besoin de s'arrêter, il ne peut pas l'épouser. C'est interdit par la loi. Donc ça ne sert à rien, en fait. Et donc nous avons une lecture forcée par des problématiques contemporaines d'un fait qui, à l'époque, n'était absolument pas raciste. Ouais, il faut faire très attention à ça avec tout ce qui se passe à l'époque aux États-Unis. De la même manière, tout ce qui se passe sur Arbuckle, c'est-à-dire le procès d'Arbuckle, le fait qu'on veut absolument détruire cet homme, il faut voir que Arbuckle, dans ses films, était extrêmement provocateur, et on est en pleine prohibition. Et ils ne passent leur temps, d'ailleurs je le montre, en train de boire des bières, de se faire des clins d'œil, c'est ça qui est attaqué en réalité. Hein, c'est vraiment... on voit les États-Unis aujourd'hui ce que c'est, et on imagine que c'était à peu près quelque chose qui ressemblait un peu quand même à l'époque. Hein. Voilà. Et le plus bel est... Alors pour le coup, j'aurais un jugement plus nuancé sur le danseur de Ma Vache et moi, de Go West, parce que quand même, le cliché dont Keaton est le véhicule malgré lui, c'est, pour le résumer en deux phrases, ou en une phrase, les Noirs courent vite et savent très bien danser, mais ils sont très peureux. Voilà. Et l'apparition des Noirs dans le cinéma de Keaton, c'est ça. Là, il sait bien danser. Et donc ça fait partie des qualités qu'on le reconnaît aux Noirs dans les années 20. Et du coup, oui, il y a une prestation physique, et on peut effectivement voir ça comme une forme d'exploit ou d'utilisation magistrale du corps, mais il y a quand même ce cliché-là, d'une espèce de don qui ciblerait spécifiquement la communauté noire. En revanche, pour moi, le meilleur exemple, c'est vraiment dans La Croisière du Navigateur, j'ai redit ça en cours tout à l'heure, c'est le contraste entre les cannibales qui sont joués par des blancs grimés, donc par des blackface, où là vraiment il y a un rapport d'hostilité, ils veulent bouffer en fait Keaton et sa compagne, et puis le déclencheur du récit qui sont des vrais acteurs noirs, et il se trouve que là c'est un rôle absolument pas comique. En fait, ce qui déclenche le désir d'aller demander sa voisine en mariage, c'est qu'il les voit très heureux. Et donc voir deux noirs très heureux dans un film de 1924 et que tout à coup un blanc se dise « ça a l'air génial d'être marié, pourquoi je ne demanderais pas à ma voisine sa main ?» c'est assez exceptionnel. Voilà. Et précisément à cet endroit-là, il choisit des acteurs noirs. Tout à fait, et par ailleurs, ce dont je parle par rapport à The Pale Face, dont Stéphane parle d'ailleurs beaucoup dans le film, c'est aussi quand même une démonstration que Keaton n'est pas raciste, en tout cas, il ne l'est pas par rapport aux Indiens. Voilà. Oui. Ah non, il y avait ici avant. Excuse-moi. C'est très court. Je voulais savoir s'il y a beaucoup de copies de Sir Keaton qui ont été perdues, ou peut-être que même on peut en trouver d'autres. Je pense que les pellicules ont bien manqué et peut-être disparu totalement, mais voilà. Apparemment, je crois qu'elles ont toutes finalement été retrouvées. Hein. Je crois qu'il y en a une qui a été retrouvée. Je crois que la dernière qui a été retrouvée, c'est celle qui est très abîmée dans le film quand il sort d'un trou à côté de la piscine. Comment il s'appelle ce film? Alors moi je pense à My Wedding Night qui a été longtemps considéré comme perdu, mais c'est peut-être pas celui auquel tu penses. Mais non, c'est pas celui auquel je pense. Je crois que le dernier qui a été retrouvé, c'était Serge Bromberg qui l'a retrouvé. Donc tu pourras peut-être nous dire, Philippe. C'est celui qui... Il plisse les yeux, à mon avis, c'est pas. Ouais. C'est celui qui s'appelle... Ah, j'ai oublié le titre. Je crois que c'est The Goat. Je crois que c'est The Goat. Non, ça fait non, c'est pas The Goat. Non. My Wedding Night, dans le coffret Lobster d'il y a 20 ans, il n'existait pas, parce qu'on connaissait une scène, et depuis sur Internet, on peut voir la version intégrale. Or, il y a des gags géniaux dans ce film, notamment un gag où il y a 45 personnes qui sortent d'une voiture. Oui, qui est une espèce de gag très Marx Brothers, quoi, absolument magique. Et, quand on sait que Keaton a été le gagman des Marx Brothers, on sait d'où ça vient. Exactement. Pardon, il y avait une question là-bas.
Mais du coup, c'est très drôle de savoir que du coup, c'est un peu grâce à la femme de James Mason que tout a été retrouvé. C'est quand même, voilà. Pas tout, mais voilà, j'ai bien aimé. Oui, c'est une anecdote. L'Italian Villa. Ouais. Oui, il allait très très mal quand il a mouru. Ça allait très mal dans sa famille à ce moment-là, quand il fait le mécano de la Générale. En plus, c'est une catastrophe. Et donc, je pense que cet abri de jardin dans lequel il montait, avec ce coffre, a été vraiment abandonné. Parce que, encore une fois, les gens ne pensaient pas du tout que les films pouvaient avoir une pérennité. Une fois que c'était exploité, surtout si ça avait été un échec, et le mécano de la Générale a été un énorme échec, c'était fini, quoi. Donc c'est un miracle. Enfin, je pense que c'est à chaque fois qu'on se dit que des films ont été retrouvés et que, en plus, ce sont des chefs-d'œuvre, il faut vraiment avoir conscience que c'est miraculeux. Moi, je suis content d'être venu parce que je ne m'attendais pas à redécouvrir et à aimer de cette façon-là Keaton avec sa dimension qui est plus que gaguesque, je trouve. En fait, il est plus profond que ça. Et sur les films perdus, je me suis demandé, donc, effectivement, comme ça vient d'être dit, est-ce que, donc, parmi d'autres réalisateurs aussi européens, est-ce qu'il y a une énorme perte ou bien est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être retrouvées petit à petit et puis, deuxième question, c'est est-ce que vous voulez faire d'autres films sur d'autres réalisateurs du muet? Alors, première question sur les pertes. Alors, malheureusement, oui, il y a énormément de pertes. Et plus le temps passe, et moins c'est probable qu'on les retrouve. Hein. Par exemple, je me suis intéressé récemment même au Français, le fils de Tristan Bernard, Raymond Bernard, qui a été pour moi, qui est un très grand réalisateur de l'époque du muet et du début du parlant. Il y a un film dont on parle énormément, qui paraît-il était un film exceptionnel de lui, qui n'a jamais été retrouvé, donc on ne sait pas où il est. Et en Italie, par exemple, moi j'ai été au Festival de Bologne avec le film Buster Keaton l'année dernière. Et ils avaient fait un film spécialement sur une bobine retrouvée d'un film italien. Et donc, il y avait un documentaire où on voyait les rushs, donc les différentes scènes d'un film italien, dont certains plans étaient sonorisés, d'autres non. Ça avait l'air absolument génial. Mais malheureusement, c'est un film qui n'a jamais été terminé pour des raisons, je crois, de faillite du producteur. Et ils ont retrouvé comme ça des éléments. Et malheureusement, on ne reconstituera jamais toutes les pièces du puzzle. Mais ça fait partie aussi de l'histoire de l'art en général. Il y a forcément des choses qui se perdent. Mais on continue à en retrouver très sporadiquement. Dans cette salle, on a passé il y a 8 ans un inédit de Georges Méliès, qui avait été retrouvé à la Cinémathèque tchèque, et il ne savait pas qu'il l'avait. Donc ça a continué à arriver, et pour le coup, les descendants et les associations qui se battent pour continuer à exhumer et à interroger les archives du monde entier sont très très précieuses pour continuer à redécouvrir ce patrimoine. Et sur Méliès, en plus, c'était très très improbable, dans la mesure où c'est des films flammes, c'est des films qui s'enflammaient facilement. Et en plus, il a détruit une grande partie de ses films, Méliès, dans un mouvement de désespoir. Une autre question, on ne peut pas finir sur Méliès qui s'autodétruit, ça pas dans le cinéma Méliès. Ah oui, alors, fin de la question, oui, j'ai envie de faire d'autres films sur les réalisateurs muets, mais pas que muets. Par exemple, en ce moment, j'aimerais beaucoup faire un film sur Pierre Étex. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Étex. C'est un des moins connus, il est moins connu que Tati, en tout cas, c'est un des héritiers du slapstick en France, et un grand circassien, clown, etc. Et je pense que même s'il est réhabilité, je crois qu'il faut vraiment, vraiment faire un film qui lui est dédié, et il le mérite. Voilà. Alors, bravo déjà pour ce film, Dante, j'ai beaucoup aimé. Merci Rodolphe. En fait, j'aurais pu te poser la question tout à l'heure, mais en fait, je me demandais, à la fin, tu sais, il y a le plan où Buster Keaton regarde son journal. Il a déjà un certain âge, mais il a toujours son costume de Buster Keaton. Ça vient de quel film, ça? Alors, c'est une publicité. En fait, dans les années 50, quand le paradoxe, alors j'en parle un peu, mais je ne l'ai pas trop développé dans le film, je n'avais pas la place, mais quand la télé commence à exister, vraiment à se développer dans les années 50, Keaton, qui ne fait plus de films, ou alors des films médiocres, est quand même encore identifié par les Américains, qui s'en souviennent, en tout cas une certaine génération, et il fait beaucoup de publicité. Et là, c'est une publicité où il reprend un des gags qu'on a dans
dans le premier court-métrage qu'il ait jamais fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que je me demandais, c'était pas dans l'épisode de la 4e dimension. Non, alors j'en ai pas parlé parce qu'il est pas terrible. Il a joué au moment du retour, quand il commence à refaire des films, par exemple quand il fait Sunset Boulevard avec Billy Wilder, quand il fait Limelight avec Chaplin, il est demandé aussi pour faire un des épisodes de la 4e dimension, de Twilight Zone, qui était une série assez connue aux États-Unis, effectivement. Mais j'ai pas voulu. En fait, j'ai vraiment voulu focaliser mon film sur les 10 années glorieuses de Keaton, et ensuite je suis passé très vite sur le reste de sa vie, de sa déchéance et de sa redécouverte, parce que je pensais qu'en 1 heure, il valait mieux être sur le Keaton flamboyant et décisif. C'était parfait. C'est vachement bien quand on voit les extraits aussi avec Jimmy Durant. Et j'ai trouvé ça très bien aussi, la musique un peu angoissante à ce moment-là. Enfin, c'est vachement... Oui, et oui. Très bien la musique d'ailleurs. Ouais. Bah, c'est Léonard de Sarthe qui a fait la musique du film. Je le remercie, de mon fils aîné, Léonard. La musique aussi à la fin, la musique de fin avec les violons, ça fait vraiment musique de film muet, c'est super aussi. Bah, en fait, il en parlerait mieux que moi, mais tu veux parler un peu de ton... Non. En fait, donc, Léonard, il a eu la brillante idée quand je lui ai demandé de me proposer des musiques, parce que dans la mesure où je prenais des extraits différents de films et que parfois je les enchaînais, je ne pouvais pas utiliser les musiques qui existaient préexistantes, ça aurait fait trop patchwork. Donc il fallait que je crée une musique originale qui fonctionne pour l'ensemble du film. Donc j'ai demandé à Léonard de me faire des propositions, et il a une idée que moi je trouve géniale, c'est de partir d'une base d'orgues Wurlitzer, qui sont les grands orgues qui servaient à la sonorisation beaucoup des films aux États-Unis à l'époque. C'est des orgues américains dont certains sont grands comme des cathédrales en réalité, hein, et sur lesquels on pouvait, c'était le début de l'électricité, c'est des orgues électrifiés. Et il y avait à la fois de la musique, il y avait à la fois des notes qu'on pouvait faire, et aussi des bruitages sur ces orgues-là. Et Léonard s'est servi exclusivement des Wurlitzer. Et il a ajouté simplement un violon solo, qui est joué par Iris Sialom, qui est ici d'ailleurs, qui découvre le film ce soir. Et je crois que ça fait énormément pour le film, parce que ça permet effectivement, c'est pas un pastiche, c'est une référence et ça ressemble effectivement à des musiques de films muets, mais c'est une musique complètement originale et qui aide à l'unité de l'ensemble du film. Donc merci Léonard. Et sur la période qu'on peut redécouvrir sans cesse d'après les années de gloire, il y a un film qui est réellement intéressant uniquement pour découvrir les extraits de ces films. C'est le film de Peter Bogdanovich, qu'il devait venir présenter au Méliès. Et il est tombé dans une salle de bain pendant le Festival Lumière, et du coup il est reparti aux États-Unis. Il n'est pas passé par la case Méliès, et donc il est mort peu de temps après. Donc on ne l'a jamais re-accueilli. Je dis ça parce qu'on l'avait accueilli à l'ancien Méliès, dans un duo assez formidable avec Wes Anderson. Ils étaient venus tous les deux, et accompagnés d'étudiants d'ailleurs qui avaient suivi le mouvement. Et hélas, voilà, Peter Bogdanovich n'est pas revenu pour présenter son travail. Il est réellement singulier ce travail, parce que lui, il écarte quasiment la période glorieuse, et il se concentre sur les années parlantes. Donc on voit des tas de choses qu'on n'a pas connues et qu'on n'a vues nulle part, sauf que cette période est réellement moins intéressante que les années de génie. Oui, d'ailleurs, c'est en voyant le Bogdanovich que je me suis dit, c'est vraiment pas la peine que je me penche sur cette période-là, vu que c'est fait par Bogdanovich, d'une part. Et puis Bogdanovich, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un grand cinéaste qui s'est beaucoup intéressé à cette période des débuts du cinéma. Il y a un film de lui qui s'appelle Nickelodeon, que j'aime particulièrement, sur le tout début du cinéma, au moment où Edison, faisant des procès à tour de bras et même envoyant des tueurs, enfin pas des tueurs, mais des gens armés de pistolets pour casser les caméras des gens qui filmaient à New York, parce qu'il estimait que c'était lui l'inventeur du cinéma, et que donc quiconque tournait lui devait de l'argent. C'est pour ça que tout le monde est parti à l'ouest, et c'est comme ça que Hollywood a été créé, hein. Et donc il y a un film Nickelodeon de Peter Bogdanovich que je vous recommande si vous voulez, qui est très amusant par ailleurs. Tu te souviens du titre Non, il suffit de taper, je crois même qu'on peut le trouver maintenant sur Internet, Peter Bogdanovich, Buster Keaton. Il a été fait il y a 5-6 ans, je crois, c'est ça, ouais.
c'est beaucoup moins bien que le film de Dante de Sartre, faut le dire quand même. Oui, mais c'est super intéressant. Mais c'est intéressant parce que tout à coup, on a accès à des extraits qu'on ne connaît pas. Ouais. Et le film est un peu mou, mais parce que les extraits ne sont pas non plus hyper stimulants, alors que là, ils sont vraiment mis en valeur et effectivement, ça donne envie de revoir tous les films. Merci beaucoup, Dante de Sartre. Merci Stéphane. Merci à vous. Et bravo.